Bonjour à tous, donc, je m'appelle Chloé Lequette de l'équipe CEBIOS et avec mon collègue Adrien Saint-Sardos, on va aujourd'hui vous présenter l'intervention de Caroline Zaoui qui intervient dans ce cycle de séminaires biomimétisme et crise. Donc merci de nous avoir rejoints. Très content de vous avoir. Donc oui, ce cycle de séminaires biomimétisme et crise, fait partie d'un ensemble de 3 webinaire. Donc un premier qui est aussi ouvert à tous, que je vous invite à rejoindre aussi, qui est un parcours d'introduction au biomimétisme mené par les équipes du CEBIOS. Donc c'est tous les jeudis à 12h30. Et il y a des vidéos en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi les trouver via la page actualité de notre site internet. Et on a un troisième type de webinaire qui est dédié plutôt à nos adhérents. Donc, nos adhérents pour lesquels on fait intervenir des experts sur le sujet du biomimétisme, des recherches en cours. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour voir les modalités d'adhésion. Donc aujourd'hui, biomimétisme et crise. Et alors ce cycle de webinaire, on l'a voulu vraiment dédié à l'interface de ces 2 notions, notamment la notion de crise. Donc on cherche dans ce webinaire à s'interroger sur ce que le vivant peut nous apprendre dans un contexte particulier, alors celui du Covid aujourd'hui, mais aussi d'autres types de crises. On se demande ainsi si le biomimétisme peut nous aider à anticiper, répondre ou s'adapter à ces moments de transition. Les anciens webinaires biomimétisme et crise que vous pouvez donc trouver en ligne aujourd'hui ont traité de différents aspects, alors notamment le premier sur les liens entre notre gestion des espaces sauvages et les interactions que ça provoquait et donc potentiellement les zoonoses qui en sont. Comment aussi le fait de perturber les écosystèmes peuvent un peu induire des changements qui ne sont pas bénéfiques, évidemment. Le deuxième, on fait intervenir Tariq Shekshak sur quoi apprendre des écosystèmes et de leur capacité de résilience. Ensuite, on a eu la chance d'avoir Gilles Boeuf, ancien président du Muséum d'histoire naturelle national, qui nous a fait un panorama aussi de ce que crise et biodiversité voulait dire. Suivi de Caroline Gervais, qui nous a plus explicité la démarche FFSD, qui permet d'aborder la notion de transition et d'arriver à créer des entreprises aptes à s'adapter à ces moments de crise. Donc aujourd'hui, je disais, on accueille Caroline Zaoui. Donc, Caroline, son parcours, un très joli parcours. Tu es microbiologiste de formation et tu as travaillé notamment sur la séquestration carbone par voie biologique à travers le projet européen CO2 Solstop. Tu es aussi largement investi dans le biomimétisme, tant du côté français que du côté belge. Et à ce titre, tu es membre actif de Biométrie Belgium. Et depuis 2014, tu as cofondé avec Jean-Michel Choren Novobiome, une belle start-up travaillant sur la dépollution des sols via des procédés de myco-biorémédiation, le tout avec une approche circulaire très intéressante. Sans plus tarder, Caroline, je vais te laisser faire ta présentation, nous présenter comment on peut changer un peu de regard sur ces petites sales bêtes que sont les microbes et autres organismes. Merci Chloé. Ça va, le son est bon et pas trop saccadé? Ouais. Ok, super. Merci beaucoup pour cette introduction Chloé. Bonjour à tous. Donc avant d'aller plus loin, je vais partager mon écran et lancer la présentation. Voilà. Voilà. Et je lance la présentation. Voilà, donc c'est bon. Au niveau du partage d'écran, on voit la page d'introduction? Oui, très bien. Ok, super. Tu peux peut-être juste voilà, donc comme Chloé le dit, oui. Juste fermer le Teams Microsoft Sharing Screen. Hide. Hide. Voilà, c'est fait.
Ok, bah, très bien. Donc, comme Chloé le disait, voilà, moi, je profite de cette opportunité que m'a proposé le CBIOS pour parler un petit peu des micro-organismes et de ce qu'ils peuvent nous apporter comme apprentissage. Et puis surtout, essayer de se réconcilier avec eux. Ouais. Donc voilà, cette présentation a vraiment pour but de vous faire découvrir le monde microbien dans les grandes lignes. On ne va pas rentrer dans des grands détails techniques, mais c'est vraiment pour comprendre l'importance, les rôles qu'ils jouent au sein de la biosphère, nos rapports avec les microbes, et puis quelques exemples de comportements microbiens à partir desquels on pourrait s'inspirer, et enfin faire une proposition par rapport à l'utilisation des micro-organismes, comment s'en inspirer pour répondre aux défis environnementaux et sanitaires actuels. Voilà. Alors, à titre d'introduction, voilà, quand on parle de microbiologie, des microbes, de quoi parle-t-on? Donc, on parle d'organismes qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Voilà, ça c'est l'élément qui les rassemble tous. Mais sorti de là, il y a vraiment de grandes différences dans les différentes familles d'organismes qu'on étudie en microbiologie. Certains sont unicellulaires, prokaryotes, sans noyau. Certains ont des noyaux et d'autres sont multicellulaires. Mais il y a tout d'abord les bactéries. Donc moi, dans ma formation de microbiologie, je suis surtout bactériologiste. J'ai étudié une bactérie, voire deux. J'ai également un petit peu travaillé sur la question des virus. Maintenant, je travaille sur les champignons, mais bon, vu le nombre des espèces qui existent dans chacune des catégories, je suis loin de tout maîtriser. Donc voilà, les bactéries, on dénombre à peu près 5 à 10 millions d'espèces. 100 000 sont connues. Les bactéries sont des prokaryotes, elles n'ont pas de noyau. Les virus, on estime qu'il y aurait environ 10 fois plus de particules virales que de cellules sur Terre. À ce jour, on aurait décrit 4 958 espèces. Et la particularité des virus est que ceux-ci nécessitent une cellule hôte pour répliquer leur matériel génétique et pour se reproduire et se propager. Le règne des champignons a été estimé entre 0,5 à 10 millions d'espèces. Pour l'instant, on en connaît 120 000 à peu près, et les champignons sont des cellules eucaryotes, des organismes eucaryotes, donc qui possèdent un noyau, enfin, plusieurs noyaux, beaucoup de noyaux. Il peut y avoir jusqu'à 25 noyaux par cellule. Les protozoaires sont des eucaryotes qui peuvent s'organiser en superorganismes selon les conditions, et ce sont des prédateurs de bactéries et de champignons. Entre également dans la catégorie des microbes, les algues microscopiques, donc les microalgues, et ce sont des eucaryotes photosynthétiques. Voilà, il y a beaucoup d'espèces à découvrir encore, 500 000 seraient décrites à ce jour. La microbiologie, c'est une discipline assez récente et qui est en tous les cas liée au développement de la médecine moderne. Avant de se rendre compte qu'on était entouré d'un monde microscopique, les manifestations des micro-organismes se faisaient par le biais d'épidémies, des maladies, et pour lesquelles on n'avait pas forcément d'explication, à part que ça ne pouvait être que des châtiments divins, des plaies. Bref, on a tous dans les consciences collectives les épidémies de peste, ces restent jusqu'à nos jours, et bon, ça participe à la peur qu'on a vis-à-vis des microbes. Et donc, à partir des années 1630, 1650, un petit peu plus tard, pardon, enfin bref, au début du XVIIIe siècle, c'est à Delft, aux Pays-Bas, qu'on a observé le premier micro-organisme. C'était probablement un protozoaire. C'est Anthony van Leeuwenhoek, un drapier de Delft, mais également scientifique passionné, qui a développé les premiers microscopes et qui a pu observer un protozoaire pour la première fois. Donc, on considère que c'est le père de la microbiologie. Et à partir de ce moment-là, les découvertes scientifiques se sont succédées. Et finalement, la microbiologie, historiquement, c'est plutôt
une petite guéguerre à la fois franco-allemande et puis franco-britannique pour des questions plus de médecine tropicale. Donc à peu près dans les années 1850, entre 1850 et 1880, les découvertes se sont succédées. La fermentation lactique avec Pasteur, la compréhension des processus d'immunisation, et puis en Allemagne avec Robert Koch, les découvertes du bacille de l'anthrax, de la tuberculose, l'agent du choléra, et ainsi de suite. Quant à Lister, en Angleterre, les premiers principes antisepsie ont été développés. À la fin du siècle dernier, tout s'est accéléré avec la découverte de l'ADN, du code génétique et le développement des outils de biologie moléculaire et de métagénomique. On a beaucoup utilisé les micro-organismes pour comprendre un peu mieux les mécanismes génétiques. Et la bactérie Escherichia coli était vraiment l'organisme de laboratoire par excellence, facile à manipuler et à modifier. Alors, j'ai mis une petite étoile rouge avec la date de 1955. Mais il se trouve que la discipline de la virologie au sein du champ de microbiologie, cette discipline n'existe que depuis 1955. C'est à partir de cette date-là que la première revue scientifique, Virology, dédiée uniquement à l'étude des virus, a vu le jour. Et à peu près 10 ans plus tard, le premier congrès international de virologie avait lieu à Helsinki. Donc vraiment, la microbiologie est une discipline récente et en tous les cas vraiment liée aux maladies et à la médecine. Donc, au début du XXe siècle, finalement, on commence à comprendre aussi que les micro-organismes jouent des rôles au niveau des écosystèmes. On assiste aux prémices de l'écologie microbienne et l'écologie agronomique. Et petit à petit, avec l'accumulation des connaissances, les techniques de fermentation ancestrales et traditionnelles ont laissé place à des techniques industrielles appliquées à l'agroalimentaire et à la pharmaceutique. Donc, quand je parle de techniques de fermentation ancestrale et traditionnelle, c'est comment faire le pain, faire le fromage, faire des boissons fermentées. On en dénombrerait pas loin de 3500 différentes à travers le monde. Et quand on lit des ouvrages de microbiologie, qui sont généralement rédigés par des médecins, voilà, on a le terme de domestication de l'univers microbien qui revient assez souvent. Je trouve que c'est un terme assez intéressant et qui est assez surprenant finalement. Et donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi ce terme de domestication m'interpelle. Les micro-organismes étaient vraiment les premiers organismes à voir le jour sur Terre. Ils sont apparus il y a 3,8 milliards d'années. Et c'est grâce à eux qu'on doit l'atmosphère telle qu'elle est aujourd'hui et qui ont fait que celle-ci soit vivable pour nous. C'est vraiment les micro-organismes qui ont permis notre apparition sur Terre. Donc, si on reprend un peu l'échelle des temps, les premiers prokaryotes, les premiers organismes bactéries, archébactéries sont apparus il y a à peu près il y a 3,8 milliards d'années. Et environ vers moins 3 milliards d'années, les cyanobactéries sont apparues. Ce sont des organismes photosynthétiques qui ont vraiment apporté une révolution, à savoir développer la photosynthèse, ce qui a vraiment bouleversé l'atmosphère sur Terre. C'est un événement qui s'appelle la grande oxydation et qui, au fil du temps, a permis l'accumulation de l'oxygène sur Terre. Donc, c'était un événement plutôt un événement de crise, même s'il n'est pas répertorié comme tel, parce que l'accumulation de l'oxygène, c'est un événement qui s'est fait sur des temps assez longs. Quand on parle de crise, ça doit être assez soudain. Néanmoins, l'apparition de l'oxygène n'a pas été évident pour tous les organismes qui existaient déjà, et il a fallu qu'ils s'adaptent. J'ai rajouté un petit virus devant nous, on voit un bactériophage. C'est pour rappeler que probablement que les virus étaient là au moment de l'apparition des premières bactéries, puisque
Ils ont besoin de cellules pour survivre, se répliquer. Et on estime qu'avant l'apparition de la vie, il y avait déjà des ancêtres des virus qui existaient et qui ont mis en place des processus de réplication du matériel génétique. Donc vraiment, les virus sont également très très importants dans les processus d'évolution et ont vraiment participé à l'apparition de tous ces organismes. Les micro-organismes, ils sont là depuis très longtemps et puis surtout, ils sont partout. Ils ont vraiment colonisé tous les habitats. Et on se rend compte maintenant que, aussi petits qu'ils soient, ils jouent vraiment un rôle crucial dans les cycles biogéochimiques des éléments qui sont essentiels à la vie. Hein, le cycle du carbone, le cycle du soufre, et ainsi de suite. Et on les retrouve vraiment dans des environnements dits extrêmes, en tous les cas extrêmes pour nous, dans lesquels nous ne survivrions pas. Donc, on les qualifie d'extrémophiles pour certains d'entre eux, donc extrémophiles, à savoir capables de vivre à des hautes températures. Là, à gauche, donc à Yellowstone, sont des sources thermales. On peut facilement atteindre les 80 degrés. C'est absolument pas un problème pour ces micro-organismes, que ce soit archébactéries, bactéries, qui elles-mêmes contiennent des virus, qui n'ont aucun problème à survivre dans de telles températures. Également dans des environnements salins, extrêmement salins, donc les organismes halophiles. On les retrouve aussi dans des conditions de pression très élevées, dans les abysses, au niveau des sources hydrothermales, où il n'y a pas du tout de lumière et tout se fait par... on n'utilise vraiment que les éléments qui sont présents, à savoir les minéraux, des sources de soufre et du carbone, et du rare carbone organique qui existe au fond des océans. Donc, beaucoup de ces micro-organismes sont des symbiotes et colonisent d'autres animaux. Là, par exemple, vous avez en photo un ver tubicole géant. L'existence de ces organismes tient au fait qu'ils sont colonisés par des micro-organismes qui leur permettent de métaboliser les nutriments présents dans le milieu. Alors également, voilà, ils sont partout, ils sont sur nous, ils sont aussi en nous. Donc on commence à parler de plus en plus du microbiote et de la flore microbienne que nous portons. Il semblerait en fait qu'il y ait plus de bactéries, que nous soyons constitués par plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. 90% de cellules bactériennes contre 10 de cellules humaines. Et par contre, quand on commence à regarder au niveau des gènes que toutes ces cellules comportent, alors nous sommes constitués à 99% de gènes bactériens et 1% de gènes humains. Donc voilà, ça fait un petit peu réfléchir sur notre identité, voilà, vraiment. Et donc, on parle de microbiote, on connaît beaucoup de choses, donc le microbiote bactérien. On en connaît un peu moins sur les souches fongiques qui nous colonisent et avec qui nous cohabitons très très bien. Il faut savoir en fait que les virus sont également présents, puisqu'en moyenne, on a estimé qu'une bactérie était infectée par 10 virus différents. Donc voilà, ça donne des chiffres astronomiques. S'il fallait commencer à calculer le nombre de virus que l'on porte de manière bénigne, mais pas dans nos cellules, mais dans les cellules de nos bactéries, ça devient vraiment, vraiment impressionnant. Et donc, la métagénomique nous a permis de nous rendre compte en fait que le monde des virus, en tous les cas, c'était vraiment quelque chose qu'on ne connaissait vraiment pas du tout. Et c'est un peu l'équivalent de la matière noire du cosmos. C'est bien les séquences virales, en tous les cas, le patrimoine génétique viral constitue vraiment la matière noire de la biosphère. On s'est rendu compte récemment, en fait, en faisant des études de métagénomique, que si on regroupait toutes les séquences connues d'ADN viral, on se rend compte que 70% des gènes qu'on pouvait
identifiés étaient vraiment des gènes nouveaux dont on ne connaissait pas la fonction. On n'a aucune idée de ce qu'ils peuvent coder comme protéines et quelle pourrait être leur fonction. Donc vraiment, c'est une grande inconnue. Donc on est loin de s'imaginer encore la portée, l'impact des virus dans nos vies et au niveau de la planète. Oui, à ceci, j'ajouterais aussi que au niveau de la planète et au niveau des cycles biogéochimiques, les virus jouent un rôle important aussi dans le cycle du carbone, puisque ceux-ci sont responsables de la mort de micro-organismes dans les océans, en tous les cas dans les colonnes d'eau plutôt hautes. Ça permet d'avoir de la matière organique disponible au niveau des océans et empêcher que celle-ci ne tombe dans le fond des mers. Et ça permet d'avoir une source de carbone facilement disponible pour les organismes des océans qui vivent plutôt au niveau de la surface. Donc, c'est vraiment essentiel d'avoir quand même des virus qui infectent des bactéries des océans. Et par jour, donc on a estimé qu'il y avait 10 puissance 28 infections virales de bactéries par jour dans la nature. Toujours pour continuer sur la question du microbiote, on commence vraiment à s'intéresser aux liens santé-immunité par le biais des micro-organismes. Et on se rend compte que finalement, tous les maux du 21e siècle, fin du 20e, début du 21e siècle, sont liés à un déséquilibre de notre microbiote, que ce soit la microflore de la peau, intestinale. Il y a vraiment un lien fort entre un déséquilibre microbien et certaines pathologies, telles que l'asthme, le psoriasis, les allergies, les inflammations chroniques de l'intestin, même les cancers et probablement aussi l'autisme. Et donc, pourquoi on assiste à des déséquilibres de ce microbiote de plus en plus fréquent? Eh bien, il semblerait en fait qu'on a drastiquement changé nos habitudes de vie depuis l'ère industrielle, que les pollutions se sont accumulées, qu'on est exposé à plus de stress, que ce soit stress par les produits chimiques, la pollution, par nos modes de vie. Notre alimentation a vraiment changé. On a introduit beaucoup plus d'aliments transformés dans notre alimentation. Et puis aussi, on utilise beaucoup d'antiseptiques et d'antimicrobiens. Et comme on a peur des microbes, on a tendance à être un petit peu trop hygiéniste, à vouloir vivre dans un monde un peu trop stérile. Et c'est le fait d'être dans un monde stérile qui nous rend finalement plus sensibles aux pathogènes. Alors que si on entretient son microbiote, eh bien ce microbiote fait partie des différentes barrières et défenses immunitaires sur lesquelles on peut compter. Donc voilà, moi j'ai introduit le terme Homo prokaryocida, ça c'est tiré d'un ouvrage qui proposait de donner la voix aux micro-organismes, notamment aux bactéries qui se plaignaient d'avoir été nommées de manière assez arbitraire, complètement biaisées en fonction de leurs caractéristiques et de ce qu'on pouvait observer de ces micro-organismes. Et donc ils ont fait la même chose et ils ont proposé différents termes pour nous nommer, et notamment le terme Homo prokaryocida pour signifier quand même qu'on passe notre temps à essayer à tuer les microbes à coup de gel hydroalcoolique, antibiotiques et autres produits tels que le Dettol. Voilà, donc à ce titre, c'est vrai que ça fait réfléchir sur l'usage que l'on fait actuellement dans le contexte actuel des gels hydroalcooliques. Je ne pense pas qu'il faille s'en passer, mais disons que s'il n'y avait pas la pandémie, les gels hydroalcooliques, ce n'est pas nécessaire en dehors de l'hôpital. Et dans le contexte actuel, c'est toujours plus utile de se laver les mains fréquemment, tout simplement, et d'avoir du gel hydroalcoolique dans la poche si jamais on n'a pas la possibilité de se laver les mains rapidement ou on s'est rendu compte qu'on a touché quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Mais vraiment, le fait d'utiliser des antiseptiques, des agents antiseptiques antimicrobiens, ça exerce une pression sélective sur ces micro-organismes qui vont apprendre à se défendre et passer outre.
Donc, il faut vraiment utiliser tous ces produits avec parcimonie. Dans les hôpitaux, on n'a pas le choix de les utiliser, mais ça développe, ça force à la résistance et il y a l'émergence de maladies nosocomiales où on se retrouve infecté avec des micro-organismes multirésistants, mais qui ont vu le jour à l'hôpital. Voilà, donc maintenant, c'était pour un petit peu vous familiariser avec certains comportements microbiens. Là, il s'agit de bactéries qui peuvent s'organiser en superorganismes, en biofilms, selon les conditions environnementales. Et ce comportement de passer à la cellule planctonique qui nage dans le milieu, un rassemblement de cellules, c'est un comportement qui est synchronisé entre les cellules qui émettent des molécules signal. Et en fonction de la concentration de ces molécules signal dans le milieu, ça enclenche un comportement différent qui résulte en l'attachement des cellules aux surfaces et à l'agrégation des cellules. Et pourquoi les cellules pourraient vivre ensemble et en mode biofilm, c'est pour pouvoir gérer les conditions environnementales difficiles. Donc, c'est savoir naviguer entre abondance et disette. Et donc, la vie planctonique ou la vie dans le biofilm peut refléter ces différentes périodes. En fonction de la disponibilité de sources de carbone et de nutriments dans le milieu, les micro-organismes savent s'adapter. S'il y a très peu de ressources, alors l'activité métabolique est réduite et les bactéries savent se mettre en dormance, vraiment avec une activité métabolique minimale. Et puis, si vraiment les conditions sont vraiment très mauvaises, alors certaines peuvent produire des spores qui contiennent un matériel génétique et ceux-ci pourront à nouveau donner des organismes dès que les conditions du milieu seront favorables. Les bactéries sont également capables de sécréter ce qu'on appelle des métabolites secondaires dans le milieu. Donc, c'est des molécules qui ont différentes fonctions, des pigments qui sont capables d'aller récupérer des éléments essentiels à leur activité, par exemple le fer. Et puis aussi, elles sont capables de se transférer des gènes entre elles, ce qu'on appelle un mécanisme de transfert horizontal de gènes, où finalement le matériel génétique se déplace au niveau des différentes espèces de bactéries et puis en fonction des conditions du milieu, certains éléments génétiques acquis pourront leur conférer un avantage adaptatif. En cas d'abondance, ça c'est plutôt en bas à droite. Ça, c'est ce qu'on observe dans le laboratoire. Hein. C'est ce qu'on fait quand on commence à étudier un micro-organisme. La première chose à faire, c'est d'étudier la courbe de croissance de ce micro-organisme. On définit un milieu qui, généralement, est plein de carbone. Enfin, c'est des très bonnes conditions pour se développer. Et puis, on mesure le nombre de bactéries en fonction du temps. Et généralement, en fait, cette courbe de croissance, elle a un peu toujours le même aspect. Il y a une période d'adaptation plus ou moins longue pour les bactéries et puis une phase exponentielle de croissance où finalement les bactéries se rendent compte qu'elles sont dans un milieu où les sources de nutriments sont abondantes. Et puis au fur et à mesure que le nombre de bactéries augmente, on se retrouve avec une limitation des ressources, beaucoup de monde, de moins en moins de ressources. Donc on atteint un plateau en termes de population et puis finalement c'est la chute. L'effondrement de la population, de la colonie, par manque d'accès à la nourriture. Et puis, avec une phase stationnaire, où il reste un petit nombre d'individus qui survivent avec une activité métabolique amoindrie et qui survivent sur la matière organique qui provient de la mort de leurs acolytes. Voilà. Et donc, ce mode de vie, on l'observe en laboratoire, mais il n'est pas du tout représentatif de ce qui se passe dans les écosystèmes. La vie microbienne dans les sols, par exemple, les bactéries ne se comportent pas du tout comme ça. Elles ont plutôt l'habitude d'être en
en période de disette et s'économisent la plupart du temps. Donc, les bactéries sont capables de consommer les ressources rapidement quand elles sont abondantes, mais elles savent gérer ces ressources lorsque celles-ci sont bien moindres. Voilà, donc c'est une courbe assez intéressante qui peut rappeler à certains d'autres types de courbes, de populations humaines, de certains pics, enfin voilà. Maintenant, le comportement des champignons aussi, c'est vraiment très très intéressant. Donc, quand on parle de champignons, on pense plutôt aux fruits. Donc, le champignon de Paris, c'est le fruit, la fructification du champignon. Mais par contre, les champignons ont une vie plutôt en forme de mycélium. Donc, ce sont des ifs, une vie en forme de réseau. Et selon les conditions, alors, ce réseau va donner des fruits et donner les champignons que nous observons, qui sont observables à l'œil nu. Donc dans le sol, les champignons du sol notamment vivent en réseau, ils forment un réseau et ils sont responsables de rôles très très importants dans cet écosystème, notamment le maintien de l'humidité du sol. Et par le biais de leur réseau, ils peuvent connecter différentes zones du sol, différents organismes du sol, et sont responsables du transport de nutriments et d'informations au sein de cet écosystème. On s'est rendu compte aussi que ce réseau mycélien a été un point chaud pour le transfert de gènes, le transfert horizontal de gènes entre bactéries. Parce que les bactéries, qui sont beaucoup moins mobiles que les champignons, hein, ce réseau mycélien, en fait, explore son environnement. Donc, il peut s'étendre sur plusieurs kilomètres. Les bactéries ne bougent pas, mais par contre, lorsqu'elles sont proches des ifs, du mycélium, elles ont plus de chances d'avoir accès à des nutriments, à de l'eau et peuvent rentrer plus facilement en contact avec d'autres bactéries. On va le voir par après. Et donc, à titre d'inspiration, on étudie la façon dont le mycélium explore son environnement pour étudier un petit peu plus des questions d'optimisation et de remaniement de réseau. Comment déployer un réseau et dans des phases de déploiement, de régression. C'est une discipline de mycofluidique pour étudier en fait le déplacement aussi des noyaux au sein des cellules mycéliennes qui doivent être coordonnées aux besoins. Et également étudier l'impact de ces réseaux mycéliens sur le déplacement des bactéries. Je voulais dire aussi, oui, dans 1 gramme de sol, il y a 100 millions d'individus. Il y a 100 000 espèces différentes. Et dans ce gramme de sol, il y aurait 1 kilomètre de mycélium. Et ceci représente en fait plus de 74% de la biomasse microbienne qui est contenue dans ce gramme de sol. Voilà, donc là, pour revenir sur la question de la mycofluidique, ici, ce qu'on observe, c'est un if. À l'intérieur, ce sont le déplacement des noyaux. Et donc, on voit que ces noyaux se déplacent en fonction de l'exploration du mycélium. Et la question est de comprendre comment le champignon fait pour faire en sorte que ces noyaux se déplacent à la bonne vitesse, au bon moment et au bon endroit, et que la vitesse de ce déplacement ne crée pas des embouteillages. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses à découvrir. Et par ailleurs, on voit tous ces noyaux qui se déplacent, mais on n'a aucune idée de quel est le noyau qui va être utile à faire quoi et pour quel gène. Donc voilà, il y a vraiment, on va dire, tout à découvrir. Ici, c'est une seconde vidéo. J'imagine que je dois cliquer. Là, c'est pour illustrer en fait le terme d'autoroute microbien. Donc là, ce sont des scientifiques qui ont utilisé l'organisme Cunningamella elegans pour observer le déplacement de la bactérie Pseudomonas fotida le long de son mycélium. Donc vous voyez pourquoi on appelle le mycélium comme autoroute
c'est que le mycélium forme une espèce d'hydrogel, vous voyez, autour des ifs, qui permet un déplacement plus fluide des bactéries. Et donc, on imagine bien que dans ces conditions-là, les transferts de gènes sont facilités. Le transfert d'informations génétiques et de nutriments également. Et c'est vraiment, ce film, c'est vraiment en temps réel. Donc, c'est vraiment la vitesse à laquelle les choses se passent. On observe bien aussi le déplacement des noyaux et des fluides au sein du mycélium. Alors, on va couper. On ne laisse pas couper. Voilà. J'espère que je n'ai pas... Si, voilà, il me semblait bien. Pardon. Voilà, donc on arrive à la partie qui reprend un petit peu, qui réouvre un petit peu la discussion par rapport au contexte actuel, à savoir les défis environnementaux et sanitaires, et voir de quelle manière les micro-organismes peuvent être de très très bons alliés. Donc là, je vais reprendre certains projets que je connais bien, et donc notamment pour la question des sols. On peut s'inspirer des micro-organismes, des ingénieurs chimistes du sol pour réaliser tout un type de fonctions et de procédés qui pourraient être utilisés dans une optique de dépollution. Donc, à savoir utiliser les micro-organismes associés ou non aux plantes pour dépolluer l'eau et les sols. Donc, selon les micro-organismes, on peut mettre en place des processus qui permettent de filtrer l'eau, de dépolluer l'eau, de stocker du carbone dans les sols. Ça, c'est le projet CO2 Sol Stock. De dépolluer les sols. Ça, c'est mon implication au sein du projet Novobiome. Et puis, la filtration de l'eau, l'amélioration de la qualité des sols avec des plantes. Ça, c'est ce que font les sociétés Valorise notamment et Phytorestore. Donc, pour développer un petit peu plus sur ce projet CO2 Sol Stock, pour lequel j'ai eu la chance de travailler, c'était vraiment un projet très, très innovant, donc un projet qui a reçu financement européen, initié par un bureau d'études en biomimétisme bruxellois, Greenloop. L'idée, c'était d'aller explorer, de développer des solutions bio-inspirées de piégeage du carbone. Et donc, ce projet est biomimétique dans sa conception, c'est-à-dire que pour répondre à ce challenge de la séquestration du carbone, la première question qui a été posée, c'était comment fait le vivant pour piéger le carbone? Eh bien, il le fait de différentes manières et au fil des découvertes des initiateurs du projet, ils se sont rendus compte que les bactéries, seules ou en association avec des plantes, des arbres et des champignons, pouvaient stocker le carbone de manière très pérenne. Donc, ils ont mis de côté les processus de photosynthèse qui permet le piégeage du carbone sous forme de matière organique. Pour développer des procédés industriels, ça leur semblait pas être le champ d'approche le plus adéquat. Ils se sont rendus compte aussi que le calcaire constituait une forme de piégeage pérenne du carbone et que ce calcaire peut être formé notamment par des bactéries. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né le projet CO2 Sol Stock. Il a été réalisé en collaboration avec des universités européennes à Grenade, à Édimbourg, à Delft, à l'Université de Lausanne et de Neuchâtel. Donc, ce projet a duré 3 ans, de 2009 à 2012, et il a abouti à 2 types de solutions. Une solution qui est très low-tech, c'est un programme de reforestation, le programme Arbre Sauveur, et qui est géré par Biomimicry Europa actuellement. Un programme que Chloé connaît très bien. Ce programme tire parti en fait de l'utilisation d'arbres oxalogènes qui, en association avec des bactéries et des champignons du sol, aboutissent, qui permettent le stockage de carbone sous forme calcaire. Donc, on se retrouve avec des dalles de calcaire dans le sol, au niveau des racines,
de l'arbre. Et on se rend compte que cette façon de stocker le carbone est vraiment très, très, très pérenne. C'est beaucoup plus stable que de stocker le carbone dans le sol de matière organique. Donc, disons que ramener le carbone dans les sols de manière organique, c'est une première étape. Mais une deuxième étape, ce serait de pouvoir le stocker de manière plus pérenne sous forme minérale. Donc, ce programme permet le piège de carbone, mais c'est surtout un programme de reforestation. Donc, il a été initié à Haïti, où on cultive le noyer maya, un arbre oxalogène, qui permet ce piégeage de carbone, mais qui permet également aussi de fournir des noix qui ont une valeur économique pour les locaux. Donc, ce programme inclut des apprentissages pour s'occuper de ces arbres, les cultiver, gérer des pépinières, mettre en place des programmes d'agroécologie autour de cet arbre pour à la fois reforester Haïti, piéger du carbone dans les sols et proposer une source de revenus aux habitants. Donc ça, c'est la partie low-tech et ça, c'est la partie un peu plus technique, industrielle, qui a été mise au point par l'Université technologique de Delft, qui a transposé donc, ces mécanismes de biominéralisation par les micro-organismes au processus existant de traitement des eaux. Donc l'idée, c'est de pouvoir pousser les métabolismes microbiens de telle sorte que ceux-ci produisent du calcaire. Donc l'idée, c'est de rajouter des minéraux, donc qui contiennent des minéraux alcalins, idéalement qui ne proviendraient pas de mines, mais qui seraient d'autres déchets de l'industrie, en mode économie circulaire, appliqués aux stations d'épuration de traitement des eaux, pour à la fois donc, piéger le carbone sous forme calcaire, qui pourrait être réutilisé dans le domaine de la construction, au niveau des routes, et améliorer la qualité du méthane produit. Donc, c'est des processus industriels qui existent déjà, et qui pourrait être adapté pour la récupération du calcaire avec un gain, une amélioration de 20 à 30% de la qualité du biogaz qui est produit. Donc ce procédé fait l'objet d'un dépôt de brevet et il attend toujours d'être mis en place au niveau des stations de traitement des eaux. Donc voilà, s'il y a des personnes dans le public qui veulent en savoir plus sur ce procédé, il ne faut vraiment pas hésiter à me contacter. Alors, d'autres micro-organismes qui sont vraiment des micro-organismes clés pour la transition écologique, ce sont vraiment les champignons. On s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment faire pas mal de choses avec les champignons. Et une nouvelle discipline est apparue récemment, donc la discipline des mycotechnologies, ou biotechnologies blanches fongiques, qui sont vraiment des technologies qui sont ancrées dans l'économie circulaire, dans une démarche d'économie circulaire. Donc, comme vous le voyez dans ce schéma, illustré dans le schéma, vraiment, on peut utiliser les champignons et s'en inspirer pour avoir des innovations dans différents secteurs, notamment dans les transports. Ça, c'est probablement grâce aux questions de mycofluidique et de comportement exploratoire du mycélium. Dans la construction, les textiles, ça c'est plus la question des biomatériaux, puisqu'on peut faire des biomatériaux à partir de mycélium. Il peut y avoir des applications dans l'électronique. Donc, les champignons sont capables d'accumuler les métaux lourds, les éléments rares, les terres rares, l'or, l'argent. Donc, on pourrait imaginer l'électronique de demain avec un réseau électronique qui soit vraiment basé sur une matière fongique. Voilà, tout type d'applications telles que dans l'industrie chimique, avec toutes les nouvelles molécules, et puis également dans le domaine de l'environnement, au niveau de l'eau et de sol, de l'agriculture, pour améliorer la qualité du sol et de l'eau. Et donc, j'en viens à mon projet, à savoir la mycoremédiation de matrices contaminées par la voie fongique. Donc, ce projet, par ailleurs, était déjà présenté dans le cadre des webinaires CEBIOS par mon associé Jean-Michel Cheron.
Donc là également, c'était vraiment une démarche biomimétique avec Jean-Michel de se dire, voilà, on va s'inspirer du comportement, du rôle de certains champignons dans les écosystèmes pour développer des techniques environnementales de dépollution. Et donc voilà, on s'inspire en fait du rôle des champignons saprophytes, qui sont les champignons décomposeurs du bois, qui ont vraiment les compétences pour s'attaquer à des molécules complexes, telles que la lignine, qui est très très difficile à dégrader. Eh bien, ce sont ces champignons qui jouent ce rôle. Oui, je voulais rajouter autre chose. Et donc, à ce stade, voilà, nous avons obtenu une première preuve de concept sur une terre contaminée industrielle d'un ancien site de coquerie, avec une dégradation à plus de 90% des huiles minérales lourdes, des aromatiques polycycliques, qui sont des molécules très, très récalcitrantes à la biodégradation classique. Et l'idée, c'est vraiment, par cette technologie, de pouvoir remplacer les techniques physico-chimiques existantes qui sont utilisées pour aborder des pollutions complexes. Parce qu'on utilise généralement de la désorption thermique, donc ça revient à brûler le sol. Donc au lieu de brûler le sol, nous on propose une solution biologique, une solution de traitement biologique qui permet à la fois de ne pas tuer le sol et de permettre à la vie la vie microbienne de revenir dans les sols, et puis ça permet surtout aussi un gain, enfin d'éviter des émissions de CO2 avec une réduction de plus de 70% de ces émissions, si on compare avec les techniques classiques. Voilà, donc c'est un projet qui est financé par la région Wallonne. On vient d'obtenir donc 1,2 million d'euros pour aller de l'avant et la mise à l'échelle de la technologie, et on collabore déjà avec des professionnels de la dépollution, à la fois en France et en Belgique. Voilà, et on est très heureux de travailler sur ce projet. Voilà, et puis un dernier mot quand même sur les virus. Il se trouve en fait que les virus peuvent aussi sauver des vies. Donc ça, ce sont des domaines qui ne sont pas forcément nouveaux, mais qui réémergent, notamment la phagothérapie. En fait, la phagothérapie, c'est exploiter les virus, mais qui infectent les bactéries, donc les bactériophages, qui sont complètement bénins pour l'homme. Utiliser ces virus pour tuer les bactéries qui nous posent problème. Et ça, donc, ça serait une option qui permettrait d'éviter l'usage d'antibiotiques et de développer des mécanismes d'antibiorésistance. Cette phagothérapie, ça, c'est des techniques qui avaient été utilisées depuis le début de la Première Guerre mondiale, plutôt par le bloc de l'Est. Donc, ça, c'est des techniques qui proviennent plutôt de Russie. Mais qui ont été arrêtés à partir du moment où le bloc de l'Est s'est effondré. Et donc, ce sont des approches qu'on redécouvre un petit peu, en tous les cas qu'on étudie de nouveau. Donc, à la fois pour remplacer les antibiotiques, mais aussi pour imaginer des systèmes, puisque les virus sont très très forts pour cibler des cellules, les infecter et introduire du matériel dans ces cellules, eh bien, on pourrait tirer profit de ces mécanismes pour introduire des molécules cibles, réaliser de la thérapie génique ou introduire des molécules chimiques pour des traitements très ciblés. Voilà, donc ça c'est une chose, la phagothérapie. Et puis il y a aussi toute une opportunité de développer des façons de préserver les vaccins. On s'est rendu compte en fait en étudiant les virus qui infectent les bactéries extrémophiles, donc qui vivent dans des sources chaudes. Ces virus peuvent être facilement silifiés. Excusez-moi. Et on s'est rendu compte en fait qu'ils sont inactivés lorsqu'ils sont entourés de silice, mais que cette inactivation est réversible. Que les virus, après être libérés de leur emballage de silice, sont capables à nouveau d'infecter les bactéries. Et donc ça suggère une façon de préserver les virus qui éviterait en fait d'être toujours dépendant du maintien de la chaîne de froid pour que les vaccins atténués soient toujours actifs. Et donc ça c'est vraiment une solution qui est très très prometteuse pour pouvoir en fait
distribuer les vaccins, vacciner des populations qui se trouvent dans des zones où c'est assez difficile de maintenir la chaîne du froid. Et donc ça, ce sont des options qui sont actuellement étudiées aux États-Unis et qui font l'objet de dépôts de brevets. Donc voilà, en conclusion, les micro-organismes, voilà, ils sont partout. On se rend compte qu'ils sont vraiment des moteurs dans les processus d'innovation et d'évolution de la vie sur Terre. Et que finalement, le caractère infectieux des micro-organismes, ce sont vraiment des étapes dans leur vie et dans leur évolution. Ce sont des étapes itératives qui vivent en fait à devenir un organisme qui soit commensal d'un hôte ou éventuellement un symbiote. Mais donc effectivement, les étapes d'infection et de pathogénicité représentent en fait des phases d'adaptation tant pour le micro-organisme que pour l'hôte. Bon, il y a un film qui ne fonctionne pas, c'est pas grave, donc c'est les sources hydrothermales qu'on a vues précédemment. Les micro-organismes sont vraiment les survivants ultimes. C'est vraiment ceux qui ont la capacité génétique, le bagage génétique pour survivre, s'adapter et évoluer, quelles que soient les conditions de vie sur Terre. Donc, quel que soit le résultat des changements climatiques et de la modification des habitats, ces micro-organismes seront capables de survivre, quoi qu'il arrive. Et donc, finalement, compte tenu de cette capacité, on se rend compte en fait que ces micro-organismes sont nos premiers indicateurs par rapport au changement climatique. D'une part, parce qu'on est capable aussi d'étudier les extrémophiles et de voir comment ils se comportent lorsque les conditions déjà extrêmes dans lesquelles ils vivent évoluent, jusqu'à quel point ils sont capables de tenir dans ces conditions changeantes et qui s'accentuent. Et notamment, c'est notamment ce qui est étudié vis-à-vis de la hausse des températures et dans des zones où il y a déjà très peu d'oxygène. Donc, ces micro-organismes sont vraiment les premiers indicateurs de l'impact des changements climatiques sur Terre et ils nous permettent de savoir à quoi nous attendre. Voilà, donc j'espère que vous serez un petit peu plus apaisés vis-à-vis des microbes à l'issue de cette présentation. Je vous remercie. Et n'hésitez pas à me contacter pour toute question. Merci Caroline, c'était passionnant. Oui, c'est assez fou en fait. On part d'une vision où on a cette impression d'un virus, qui est le Covid aujourd'hui, qui arrive dans notre monde, qui n'est pas géré. Finalement, on se rend compte ce serait presque plus l'inverse. On est dans un monde plutôt très plein de micro-organismes, plein de virus, c'est ce que j'entends. Oui. Et parfois, on entre en interaction plus ou moins forte, mais on sent surtout c'est une question de point de vue, de vision. On s'en rend compte. Oui, voilà. C'était histoire de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation actuelle. Et donc, voilà, effectivement, sur le terrain, la réalité est très, très difficile. Mais c'est ce qui se passe quand deux espèces qui ne s'étaient pas rencontrées auparavant se retrouvent face à face et interagissent. Intéressant. On a eu quelques questions. Je vais les lire. J'ai une personne qui pose une question sur le fait apparemment que les virus joueraient un rôle dans la formation du placenta. Oui. C'est quelque chose que tu connais un petit peu? Bon, pas en détail, mais effectivement, on s'est rendu compte en fait que sans l'infection, une infection ancienne, très très ancienne au cours de l'évolution de notre espèce, une infection virale, on n'aurait pas été capable de développer le placenta en fait. La façon dont le placenta se développe, ce processus en fait n'est rendu possible que par l'action de gènes viraux ancestraux qui sont dans notre ADN maintenant. Donc on commence à réaliser que le fait d'avoir des très très vieilles séquences virales qu'on a fini par accepter dans notre génome nous ont apporté des choses bénéfiques et nous ont permis d'être ce qu'on est à l'heure actuelle.
Et donc, c'est une séquence virale qui provient d'un rétrovirus tel que le HIV, de la même famille en fait, et qui a été accepté il y a très 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 longtemps et qui nous a apporté cet avantage de développer la fameuse barrière placentaire qui permet en fait au fœtus de se développer sans subir les attaques de notre propre système immunitaire. Étonnant. Et oui, d'ailleurs, c'est fou. pour rebondir, tu disais qu'on a beaucoup, majoritairement de gènes bactériens, finalement, plus que humains. Moi, ça m'amène à me demander si, lorsqu'on dit qu'on est très proche génétiquement de certaines espèces, hein, les chimpanzés, les bonobos, c'est que, quel type de gènes compare-t-on en fait? Est-ce qu'on prend l'ensemble de ces gènes et bactériens et humains, et donc et chimpanzés et bonobos Ça, c'est pas sûr. Je pense que c'est strictement sur les séquences chromosomales qu'on fait ces comparaisons. Je ne sais pas, j'ai pas la connaissance. Je sais pas en fait si on a étudié les microbiotes des grands singes. Ça, j'en ai aucune idée. Par contre, je sais que récemment, donc, il y a eu une tentative d'essayer d'unifier les différents microbiotes, toutes les séquences en fait des différents habitats sur Terre. Donc uniquement pour le monde bactérien. Et on se rend compte qu'il y a un grand continuum finalement de la présence de différentes bactéries sur Terre. Alors, on retrouve certaines bactéries que dans certains habitats, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les grandes familles de bactéries qui constituent le microbiote humain, elles sont partout dans l'environnement. Donc, quand on voit un petit peu cette grande échelle de la planète, on se rend compte vraiment qu'on est une partie intégrante de cette planète parce que tout ce qui nous constitue, c'est présent partout ailleurs. Donc, et voilà, ça c'est vraiment un champ émergent d'études où certains scientifiques poussent pour une étude un petit peu multidisciplinaire dans les champs d'études de la microbiologie pour considérer en fait les différents microbiotes sur cette planète et faire le lien entre santé et environnement justement. C'est une façon d'illustrer encore mieux le fait que il faut vraiment prendre soin de l'environnement, préserver les patrimoines génétiques microbiens aussi dans l'environnement parce que il nous est bénéfique. Vraiment. Super. On avait une question dont tu as répondu un petit peu, qui parlait justement de la phagothérapie, qui apparemment est assez présente en Géorgie pour lutter contre les infections, notamment liées aux amputations. Donc j'entends qu'en fait on redécouvre ces techniques-là. Qu'est-ce qui explique cette différence assez forte finalement entre différentes cultures, du fait de celles qui se sont intéressées à la phagothérapie, même si elles l'ont arrêté à un moment, et celle plus la nôtre qui apparemment s'y intéresse que récemment. Est-ce que c'est cette peur? Oui, je sais pas, il y a peut-être à l'époque aussi le contexte géopolitique qui a pas mal joué. D'un côté, le bloc de l'Ouest qui découvrait les antibiotiques, et puis de l'autre côté, le bloc de l'Est qui se concentrait sur la phagothérapie. Voilà, et puis finalement, ça a permis aussi l'essor de l'industrie pharmaceutique avec la production des vaccins. Donc voilà, ça a boosté toute une partie industrielle. Et puis voilà, maintenant, on essaie de considérer d'autres voies, puisqu'on se rend compte qu'il y a des phénomènes de multirésistance qui se développent par l'usage un petit peu, vraiment excessif des antibiotiques. Donc ça serait une façon de trouver d'autres façons de traiter les patients, en tous les cas, dont les premières molécules antibiotiques, les molécules de première ligne ne font plus effet. Et puis effectivement, voilà, c'est un petit peu aussi développer des solutions de thérapie génique, en fait, qui peut-être ont fait que la phagothérapie revient un peu sur le devant de la scène, parce qu'on peut non seulement traiter des maladies infectieuses, mais pas seulement.
en développant des phages atténuées. Donc voilà, c'est des effets de mode aussi, j'imagine. Mais toujours est-il que la phagothérapie est développée par une entreprise française, Ferricides, qui travaille sur ces questions. C'est l'exemple que j'avais mis dans la présentation. On a une remarque, une interrogation dans le chat qui dit effectivement, en fait, la difficulté est de savoir comment traiter correctement ces micro-organismes et comment conserver des équilibres plus ou moins stables entre ce qui constitue notre corps sans avoir des impacts négatifs. Je pense que c'est toujours quand même cette idée-là voilà, si on rentre plus en collaboration avec ces micro-organismes, oui, après, garder notre. Oui. C'est quelque chose d'assez complexe, mais c'est vrai qu'avant l'ère industrielle, on avait tendance à manger des choses simples, à être moins entouré de pollution. Donc c'était déjà un environnement de vie qui était en tous les cas sain et qui correspondait à un environnement qui était comme ça depuis des centaines, voire des millions d'années pour les micro-organismes qui interagissent avec l'être humain, que ce soit des commensaux ou des symbiontes, des commensaux. Donc, en tous les cas, si on veut essayer d'agir sur son microbiote, voilà, ça revient à avoir un peu le discours actuel de ne pas manger des éléments transformés, les fameux 5 fruits et légumes par jour. Et voilà, avoir un mode de vie sain et voilà, et s'en tenir à ça, en fait. Je ne sais pas si ça répond pleinement à cette remarque, mais bon, et puis c'est aussi un champ, enfin, il y a plein d'ouvrages qui ont été publiés sur le thème du microbiote, comment en prendre soin, et que c'est important, la saleté, c'est important, c'est bon pour la santé, parce que finalement, on permet de récupérer plein de micro-organismes qui seront bénéfiques pour nous, pour notre santé. Donc, c'est un sujet très, très à la mode. La question est déjà pas mal développée. Peut-être une dernière. Moi, j'avais toujours appris qu'un virus, n'était pas vivant. Je faisais une distinction. Les micro-organismes, en effet, étaient des organismes vivants. Les algues, les champignons, les bactéries. Les virus, c'était quelque chose un peu à part, sans bien savoir qu'est-ce que c'était. Est-ce que c'est des choses qui ont changé ou est-ce qu'il y a toujours débat sur cette question-là? Quel est ton point de vue là-dessus? Oui, alors ça, c'est délicat comme question. Je trouve que c'est un peu un débat philosophique, je pense au niveau du corps scientifique. Vivant, il peut survivre, il ne peut survivre et se reproduire qu'au sein de cellules hôtes. Mais en soi, c'est un organisme qui a un programme génétique. Je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question parce que, dans les dernières années aussi est apparue la question du prion, qui est l'agent de la maladie de la vache folle, de Creutzfeldt-Jakob. Et donc, ce prion n'a pas de matériel génétique, c'est une protéine. C'est une protéine qui, selon certaines conditions, va changer de forme et qui va devenir infectieuse selon la forme qu'elle prend. Et donc là, la question, c'était de savoir, est-ce que ça, c'est un organisme? Il ne contient pas de matériel génétique, mais pourtant, c'est un agent infectieux. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est autant de questions qui restent encore ouvertes. Oui, je ne sais pas répondre à ça. Voilà. Très bien. Je sais pas, est-ce que tu veux le mot de la fin pour garder en tête comment peut-on s'inspirer de tous ces micro-organismes, même s'ils sont bien nombreux et tu as montré pas mal d'opportunités à les étudier. Ouais. Je te laisse ce mot. Je dirais tout simplement que, moi, le fait de découvrir cet univers et de l'avoir un petit peu étudié, de continuer à l'étudier finalement, ça force à être humble quand même par rapport à tout
tout ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent, les fonctions, les stratégies qu'ils ont mis en place pour coloniser tous les habitats. Voilà, je prenais l'exemple des ingénieurs chimistes du sol. Voilà, ils ont des compétences dans plein de domaines qu'on doit encore découvrir. Donc voilà, c'est toujours une source d'inspiration et d'émerveillement pour moi de découvrir les différentes les nouvelles capacités de certains microbes. Donc voilà, je reste admirative face à ce domaine et j'espère que vous le serez aussi. En tous les cas, que ça permet de prendre un petit peu de recul par rapport à la situation actuelle. Voilà. Merci Caroline. Merci Chloé, merci à tous.